des préfigurations de modèles, même si parfois c'est à quoi ça sert et quid du cadre économique, et l'exception à l'obligation de régie, et on finira par les obligations de solarisation. Donc j'entame dès à présent. On parle toujours du régime et du montage de l'autoconsommation individuelle, parce qu'il y a toujours voilà, encore une fois, des difficultés d'interprétation sur la manière dont on va construire les modèles contractuels et comment on va rédiger les clauses de ces contrats. Une opération d'autoconsommation individuelle, c'est une identité producteur-consommateur. Ça veut dire que l'autoconsommateur, attention, il doit être titulaire du point de livraison, il doit être co-contractant du contrat d'accès au réseau et titulaire du contrat de fourniture du complément. L'opérateur d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, là, je vais en parler également, c'est important, ça n'est pas une activité d'achat pour revente, c'est un service. Donc juste après, je vais vous parler de montage, hein, là, je vous parle de la disposition. L'installation peut être détenue ou gérée par un tiers, et donc cette disposition-là implique un certain montage. Pour ne pas risquer deux choses, c'est d'une part que vous soyez sur une logique d'autoconsommation couplée à du stockage et ou borne de recharge pour véhicules électriques. Vous devez respecter le régime de l'autoconsommation individuelle pour deux raisons. Si vous ne voulez pas être qualifié en fournisseur d'énergie, c'était quand même l'objectif d'avoir un certain montage contractuel pour pouvoir garder sa qualité de producteur pour certaines raisons, même si aujourd'hui, j'en conviens, il y a un régime évidemment qui s'applique aux deux, producteurs et fournisseurs, et surtout de pouvoir bénéficier du régime d'exemption fiscale, d'exonération ou de tarifs nuls de l'accise. Et c'est donc ce montage-là qu'il est important de respecter, que l'on soit dans l'autoconsommation individuelle avec stockage, borne de recharge pour véhicules électriques. C'est quoi? C'est que votre tiers investisseur peut être propriétaire de l'installation, puisque vous savez, depuis une circulaire des douanes, l'autoconsommateur n'a pas à être propriétaire de la centrale. Il peut y avoir une dissociation entre la qualité de propriétaire et la qualité d'autoconsommateur, ce qui permet aujourd'hui d'avoir évidemment des montages en tiers investissement sans remettre en question le régime de l'autoconsommation individuelle et sans remettre en question l'obtention des exonérations de fiscalité ou de tarifs de l'accise. Donc ça, évidemment, et également l'exemption du TURP, qui n'est pas une taxe, hein, c'est le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Pourquoi c'est important? C'est parce que les montages contractuels aujourd'hui ne sont pas exempts de risque. Il faut vraiment réaliser une mise à disposition de centrales. Il ne faut pas qu'il y ait de vente de kilowattheures. Et dans cette mise à disposition, on retrouve encore pas mal de clauses avec des promesses unilatérales ou cinématiques de vente où on va venir cacher en fait des formules d'indexation sur le productible. Et donc, en fait, on a encore des contrats qui restent risqués ou encore des contrats qui vont empiéter sur le monopole bancaire parce qu'on aura effectivement du leasing avec des promesses, comme je viens de le dire, d'achat. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut faire attention. Donc, il faut recréer, si vous voulez, ce modèle économique-là. Hein. L'objectif, c'était de permettre effectivement à l'investisseur de pouvoir amortir et à l'autoconsommateur d'être rassuré en tant qu'exploitant quand même de la possibilité de bénéficier d'un loyer qui touche le plus possible évidemment ce que la centrale produit, mais on ne pourra pas l'écrire comme ça. Ce qui est important dans le cadre du couplage également avec le tiers investissement, enfin le tiers investissement, enfin les IRVE, c'est également l'incidence de la fiscalité et de se dire que l'activité de recharge bénéficie d'un statut particulier. Donc ça, je vous enjoins aussi à faire attention à comment vous allez coupler tout ça, parce qu'on peut bénéficier du régime de l'autoconsommation individuelle dans la mesure où cette disposition nous dit que la borne de recharge peut effectivement, enfin l'opérateur peut est autoproducteur, mais évidemment dans certaines conditions, puisque l'électricité dans ces cas-là, c'est un intrant qui va venir effectivement alimenter la borne, que le consommateur, si vous voulez, c'est l'opérateur de borne de recharge, et donc ça n'est pas l'usager. Donc on n'a pas une activité d'achat pour revente, ça veut dire qu'on peut bénéficier de cette exemption de droit d'accise, puisqu'il n'y a pas de transfert de propriété. Donc ça, c'est important. Et du coup, dans ce montage en tiers investissement, il y a vraiment cette logique de respecter le modèle de l'autoconsommation individuelle. C'est pour ça qu'on vous rappelle toujours, c'est important, même si c'est le fondement, et on nous dit, mais d'où vient ce fondement-là?
c'est une circulaire de l'administration fiscale qui nous a dit que pour pouvoir faire tout ça, il faut effectivement passer par un contrat de location ou crédit bail qui n'est pas de nature à faire perdre le bénéfice de l'exonération fiscale. Donc, le contrat de location, c'est ce contrat de mise à disposition. Je suis tiers investisseur et je loue ma centrale à l'autoconsommateur. Le crédit bail, ça veut dire qu'on a nécessairement un organisme financier qui dispose évidemment de l'agrément pour pouvoir passer par cette logique de location avec option d'achat. Mais on ne peut pas mélanger les deux modèles, les deux régimes, et il faut faire attention à la manière dont les clauses sont construites pour que ce ne soit pas requalifié. Pourquoi? Parce que donc là, on vous rappelle toujours évidemment les deux régimes d'exemption. Alors, on parle toujours d'exemption pour l'autoconsommation individuelle totale, puisque quand dans ce cadre-là, vous avez de toute façon une exonération, lorsque vous respectez ce seuil, c'est le volume de production annuel inférieur à 240 gigawattheures par site. Et vous avez non plus une exemption, mais ce qu'on appelle un tarif nul, donc un tarif à zéro pour l'autoconsommation individuelle partielle, où là, le critère à respecter, c'est la puissance crête de l'installation inférieure à 1 MW. Ces deux modèles-là, fiscaux évidemment, sont possibles dans le cadre des montages contractuels que je viens de présenter. Ça, c'est pour l'autoconsommation individuelle et on va voir que le régime du droit, enfin du tarif à zéro des assises a été étendu aux opérations d'autoconsommation collective, mais je verrai après, en fait, je vous dirai un petit peu après ce qui se passe par rapport à ce tarif à zéro et ce qui, effectivement, est intervenu récemment par rapport au rescrit fiscal. L'autoconsommation collective, donc comme vous le savez, c'est un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs à l'échelle d'un bâtiment. On peut également mettre en place des opérations d'autoconsommation collective dites étendues. Et évidemment, je vais venir vous présenter les différentes possibilités de périmètre géographique étendu. Vous avez évidemment l'obligation de créer ce qu'on appelle une personne morale organisatrice. Puisque chaque opération d'autoconsommation collective doit faire intervenir une structure spécifique qui est chargée de régir les relations entre les producteurs et les consommateurs d'une part, et l'opération d'autoconsommation collective dans son ensemble et le gestionnaire de réseau d'autre part. Je disais juste tout au début qu'on a encore beaucoup de questionnements sur comment structurer cette PMO. Est-ce que ça peut être une PMO contractuelle? Est-ce qu'il faut créer une PMO de type associative ou créer une société? Là, attention, c'est un point de vigilance qu'on relève encore parce que le sens du texte au niveau du droit européen et du droit national, c'est bien la création d'une gouvernance collective avec la création d'une entité qui peut prendre une forme associative ou une forme d'une société, peu importe. Mais vraiment, faites attention à ces PMO contractuels qui ont un peu une apparence de simplicité au départ parce qu'il y a nécessairement une unanimité quand on va signer un contrat, mais dès qu'il faut modifier l'opération, en fait, c'est la règle de l'unanimité et donc des avenants en fait, à conclure à chaque fois qu'on voudra faire évoluer l'opération, l'entrée, la sortie, les coefficients. Donc voilà, sachant qu'une opération d'autoconsommation collective est par nature mutable et doit potentiellement évoluer sur tout un tas de facteurs, évidemment, l'idée d'avoir forcément soit une vie associative avec des assemblées générales où on va effectivement venir structurer toutes ces prises de décision ou évidemment d'une société, c'est plus simple opérationnellement. Ça, c'est vraiment un premier point. Et ensuite, quels sont les critères qui vont un peu guider ces choix-là? Ça va être la nature publique ou privée, évidemment, des participants. Ça va être la fiscalité. Ça va être des contraintes spécifiques, par exemple l'association par rapport à la redistribution des bénéfices. Je le redis parce qu'on a pas mal aujourd'hui de montages encore qui sont pas un peu bancals et donc c'est important de le relever à l'occasion de ces formations. Sinon, par rapport aux évolutions, donc là, comme vous le savez, on a eu des ajouts progressifs de critères de proximité géographique par voie réglementaire. Pas de limite au réseau basse tension, ça c'est important. C'est ouvert à la haute tension à la condition que le régime de l'électricité soit bien entendu renouvelable. Volontairement, vous avez toujours les textes et ensuite une synthèse des textes pour que vous puissiez voir ce qui fonde évidemment nos tableaux et pourquoi on le dit. On a eu donc un élargissement des périmètres géographiques et également une augmentation de la puissance cumulée des installations de production. On est à 5 MW de puissance cumulée sur le territoire métropolitain et 0,5 dans les ZNI.
On est donc passé de 3 mégawatts crête à 5 par un arrêté qui est assez récent, le 21 février 2025. Comment les critères s'apprécient? Donc ça, je pense que vous le savez, il n'y a pas beaucoup de surprises. Vous avez 3 critères cumulatifs pour, quand vous venez un petit peu calibrer vos centrales, dimensionner, évaluer les périmètres. C'est les points de soutirage et d'injection, où ils se situent, la distance, comment ça s'apprécie, hein, par rapport au point de livraison pour les sites de consommation et le point d'injection pour les sites de production. Et troisième critère, la puissance cumulée des installations, évidemment, à ne pas dépasser pour respecter le régime juridique de l'autoconsommation collective. Là, c'est le texte qui, encore une fois, prévoit des nouveaux périmètres géographiques. C'est bien que vous puissiez l'avoir parce que il y a quand même, voilà, c'est un texte qui est assez important en termes de nombre d'alinéas et qui n'a pas forcément convaincu en termes de clarté et d'opérationnalité sur la mise en œuvre. Donc du coup, on vous a fait un tableau qui vient résumer un petit peu tout ça, où vous venez vous retrouver finalement toutes les opérations d'autoconsommation collective possibles. Comme on l'a dit, à l'échelle d'un même bâtiment avec cette puissance max de 5 mégawatts, les opérations d'autoconsommation collective étendues, donc le périmètre de droit commun qui est de 2 km, 5 mégawatts de puissance maximale également. Et on va retrouver ensuite nos périmètres dérogatoires. Donc là, ici, bon, il n'y a pas de nouveauté. Vous allez avoir 10 ou 20 km selon l'indice INSEE de vos territoires, de vos opérations. Là-dessus, tout est bien expliqué avec des grilles communales de densité pour savoir dans quels critères, quels paramètres vous vous situez. Et du coup, évidemment, pouvoir faire votre demande de dérogation à la Direction générale de l'énergie et du climat, de 10 ou de 20 selon les différents critères, puisque c'est un périmètre dérogatoire. C'est un périmètre pour obtenir sur demande. Et ensuite, on a 2 autres typologies d'opérations d'autoconsommation collective, un petit peu nouvelles et qui effectivement n'ont pas été d'une clarté immédiate quand les textes sont sortis. C'est les opérations pour les organismes publics. Donc là, le périmètre maximal, en l'occurrence, c'est le ressort géographique de l'EPCI qui intègrent les communes ou les EPCI de ces boucles d'autoconsommation collective. Ce qui est important de retenir, ce sont les critères cumulatifs. Donc c'est quoi? C'est ce que je viens de dire, c'est que vous devez avoir une commune ou un EPCI. Et ensuite, deuxième critère cumulatif, c'est que les autres participants doivent être des organismes publics ou privés et qui exercent une mission de service public. Et ça peut notamment être les sociétés d'économie mixte, leurs filiales. Donc là, vous avez, avec une puissance maximale des centrales, 10 mégawatts, vous vous retrouvez finalement sur le ressort géographique de l'EPCI. Et puis, donc ça, c'est les périmètres de vraiment personnes publiques. Donc attention, si vous êtes participant, producteur ou consommateur privé, vous ne pouvez pas prétendre obtenir ce périmètre dérogatoire. Également, je réfléchis sur d'autres sujets qui nous ont été posés sur les différentes questions. Mais voilà, effectivement, c'est vraiment exclusivement limité aux personnes publiques. Voilà, non, bon, c'était, voilà, ça me reviendra peut-être après. On a également les SDIS, donc les services de sécurité de départementaux incendie. Quand on a un SDIS, vous avez la possibilité d'obtenir un nouveau périmètre par défaut. Cette fois-ci, c'est un périmètre par défaut, c'est-à-dire qu'il est automatique. Là, on a 20 km, en l'occurrence, avec une puissance maximale à 5 mégawatts. Par défaut, ça veut dire qu'il suffit d'intégrer un point de livraison d'un SDIS en tant que producteur ou consommateur pour que la boucle d'autoconsommation collective soit étendue à 20 km. Alors, je donne toujours l'exemple de, par exemple, Paris, qui évidemment ne rentre pas forcément dans les indices INSEE pour obtenir les périmètres dérogatoires. Il suffit d'un SDIS pour que finalement le périmètre passe à 20. Donc, c'est encore une disposition qui n'est pas tout à fait claire, qui a fait l'objet de demandes de précision, mais en l'état du droit, voilà, c'est l'ensemble des périmètres géographiques qui peuvent être enclenchés. Sur l'exonération des droits d'assises. Donc, comme vous avez dû le voir passer, on a l'article 75 de la loi de finances pour 2025 qui avait
finalement étendu le dispositif autorisé pour les opérations d'autoconsommation individuelle, c'est-à-dire un tarif nul pour les opérations de puissance crête installée inférieure à 1 MW, étendu aux opérations d'autoconsommation collective inférieures ou égales à 1 MW crête. Donc, il y a une extension pour les opérations d'autoconsommation collective. Cette extension, donc, avant, si vous voulez, le régime d'exonération de l'autoconsommation individuelle, il était ouvert, c'était une vraie exonération. C'est une exonération qui n'était pas susceptible de remise en cause par voie décrétale de manière annuelle, puisque c'est la loi de finances, elle a une durée d'1 an, etc. La bonne nouvelle, c'est que celle pour 2026, enfin, le projet pour 2026 ne remet pas en cause, a priori, ce tarif à zéro. Sauf que on a eu récemment un rescrit fiscal. Alors là, oui, je vous remets les conditions cumulatives pour bénéficier de ce tarif nul. C'est évidemment que pour les opérations d'autoconsommation collective, l'électricité soit consommée à partir d'énergies renouvelables, la puissance installée inférieure à 1 MW et l'électricité consommée pour les besoins d'une opération d'autoconsommation collective. Comme je le disais, on a eu un rescrit le 21 mai 2025 qui vient un petit peu peut-être rabattre les cartes, mais en fait, tout est assez imprécis parce que ce rescrit fiscal, pour information, un rescrit, c'est l'interprétation de l'administration fiscale d'un texte qui fait poids, si vous voulez, qui entre en vigueur à partir du moment, qui est applicable à partir du moment où le rescrit est publié sur le BOFIP, donc, et d'application immédiate, en l'occurrence rétroactive au 1er mars 2025. Qu'est-ce que nous dit cette doctrine fiscale? Elle remet en question, si vous voulez, a priori, ce tarif nul pour les opérations d'autoconsommation collective, puisque est imposée à la lecture du texte une condition supplémentaire qui est une identité matérielle entre l'électricité produite et l'électricité consommée. C'est qu'en fait, il nous dit qu'il faut une connexion physique directe entre l'installation de production et l'installation de consommation pour établir cette identité matérielle. Sauf qu'on sait, par définition, l'autoconsommation collective n'engendre pas de connexion physique directe, ne peut pas y avoir d'identité matérielle, et donc par l'ajout d'une condition supplémentaire qui démontre une incompréhension du régime même de l'autoconsommation collective, ce rescrit naturellement contestable. Contestable à plusieurs égards, c'est que la loi est supérieure, bien entendu, à la doctrine fiscale, en principe, ou en tout cas, elle l'est à partir du moment où un texte qui lui est, en tout cas, la doctrine fiscale est moins favorable aux contribuables. En l'occurrence, c'est le cas, puisque évidemment, ça compromet la rentabilité économique des opérations d'autoconsommation collective. Pour autant, cette application, ce rescrit est applicable, donc un recours pour excès de pouvoir, un recours gracieux puis un recours pour excès de pouvoir de plusieurs organisations, enfin, notamment syndicats professionnels, ont été introduits pour justement un petit peu remettre en tout cas, essayer de clarifier la portée de ce rescrit, qui continue quand même à dire que les opérations d'autoconsommation collective bénéficient bien d'un tarif à zéro. Donc il y a vraiment une contradiction dans le texte même et la compréhension du montage technique en fait de l'autoconsommation collective. Donc ça, c'est vraiment une chose qui devrait être clarifiée, soit pour dire que les opérations d'autoconsommation collective ne sont pas concernées par ce tarif à zéro, mais dans ces cas-là, ça remet en cause voilà, la loi, soit effectivement, il y a une précision qui est faite sur le modèle et la compréhension du modèle, et du coup une rectification effectivement d'une erreur de matériel sur la portée du dispositif. Je passe un petit peu, mais je ne sais pas si on prend des questions dès à présent ou si on avance. Tu peux avancer encore un petit peu, Justine. Ouais, Pour ça l'instant, marche. je gère le module questions et réponses. Ok, super, merci. Un mot du TURP, alors voilà, le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Vous savez que le calcul du TURP doit permettre de refléter les coûts qui sont supportés par les gestionnaires de réseau. Le TURP 7 est entré en vigueur le 1er août 2025. Sa structure tarifaire
qui était déjà prévue pour le TURPE 6, elle est reconduite notamment pour l'autoconsommation individuelle et collective. Comme vous le savez, hein, il y a 2 composantes dans le TURPE, une composante fixe. Cette composante fixe qui est applicable même dans le cadre des opérations d'autoconsommation individuelle parce que c'est les coûts de gestion du réseau qui a un petit peu augmenté, mais voilà, ça demeure sur la structure tarifaire de TURPE 7. Et sur la composante de sous-tirage, la composante variable, là, on a une composante spécifique pour l'autoconsommation collective qui a été reconduite dans le cadre du TURPE 7. Donc, il n'y a pas de nouveauté. Pas de nouveauté là-dessus. On va retrouver un peu ce qui avait été déjà prévu pour les précédents TURPE. Voilà, il y a des choses évidemment nouvelles sur les heures creuses, sur les prix négatifs, mais on n'a évidemment pas le temps de parler de tout. Là-dessus, pour passer ensuite au dispositif de soutien, obligation d'achat et AOS, bon, donc là, pareil, je ne vais pas m'attarder dessus parce que vous savez donc avec le nouvel article D314-15 du Code de l'énergie, on a maintenant 2 dispositifs jusqu'à 100 kW/crête. Donc on est revenu au dispositif antérieur. On a évidemment le guichet ouvert, l'obligation d'achat pour les puissances éligibles jusqu'à 100 kW/crête. On retrouve le critère du bilan carbone pour ces puissances-là. La possibilité, évidemment, d'intégrer les opérations d'autoconsommation collective. On a le même champ matériel, bâtiment, hangar, ombrière. Voilà, donc ça, on a évidemment une dégressivité de la puissance, je m'interpasse et je pense assez bien connu de tous. Ce qui a évolué, c'est évidemment l'entrée en vigueur de l'appel d'offres simplifié, enfin du mécanisme de l'appel d'offres simplifié, avec une première période qui s'est ouverte au 22 septembre. Et de ce que voilà, on a pu déjà entendre ce matin, c'est qu'il y a une sous-souscription déjà très importante de cette première session, cette première période, hein, puisque je pense que sur les volumes appelés, il n'y a même pas un quart qui a été alloué, avec un prix moyen, je crois, autour de 80 € du mégawattheure. Donc voilà, c'est assez bas, une sous-souscription assez importante. Pour autant, voilà ce que là, on vous remet un petit peu l'historique S17, S21, l'arrêté du 26 mars 2025, parce que bon, entre les textes, on s'y perd un peu, mais donc vous aviez l'arrêté du 26 mars qui mettait fin à l'obligation d'achat pour les installations supérieures à 100 kW/crête, avec une baisse significative, puisqu'on passe maintenant à 95 € du mégawattheure. La mise en place d'un cautionnement, le décret du 28 octobre 2025 qui met en conformité le Code de l'énergie avec la mesure qui a été instaurée par le décret de juin 2025 sur l'abaissement du seuil. Donc avec les installations inférieures à 100 kW/crête, guichet ouvert, et supérieures à 100 kW/crête, avec une procédure d'appel d'offres et d'un complément de rémunération, appel d'offres devant la CRE, et donc d'un complément de rémunération qui maintenant va couvrir les centrales d'une puissance comprise entre 100 et 500 kW/crête. Ce qu'il faut retenir, donc bon, là, il n'y a pas de... Oui, la première période au 22 septembre 2025. Les principales évolutions, évidemment, on est passé à une logique d'appel d'offres. L'attribution est limitée aux projets les plus compétitifs dans la limite d'un volume appelé, oui, parce que le critère de notation, c'est les prix, et c'est le seul critère. Donc, on a pas mal de critères qui ont disparu par rapport à l'arrêté S21. On passe d'une logique de tarif d'achat au complément de rémunération. Pourquoi simplifier? Parce qu'on a le nombre de pièces, on est passé de 10 à 3 pièces par rapport à l'appel d'offres PV bâtiment. Le critère prix, qui est l'unique critère de notation. Donc, on n'a plus évidemment l'évaluation carbone ou encore les bonus qui sont liés au financement participatif. Par rapport à l'instruction, donc c'est vraiment les limites du volume appelé. Ça veut dire que l'intégralité des dossiers qui sont déposés ne seront pas nécessairement instruits. On vous a remis ici les installations qui sont éligibles. Donc, on a les installations sur bâtiment, dont les serres agricoles, les préaux et les stabulations, les ombrières de puissance supérieure à 100 kW/crête et inférieure ou égale à 500 kW/crête. Donc ça, j'ai déjà dit. Ce qui a été supprimé, c'est le hangar, mais parce qu'on retrouve des définitions
dans celle de Lombrière. Donc là-dessus, il n'y a pas de grosse nouveauté, c'est juste qu'il y a un peu une fusion des définitions sous la catégorie ombrière. L'ajout des conditions de hauteur, donc ça évidemment je vous invite à vous référer au texte, mais c'est pour que vous voyez un peu les grandes évolutions, et l'ajout des trackers. Par rapport aux critères généraux d'implantation, pas de changement. Donc là-dessus, pareil, je vous invite à voilà, vous référer au texte, mais on vous a remis un petit peu ce qui était prévu. Rien sur la puissance Q, faites juste toujours attention à la notion de propriété. Voilà, c'est pas la propriété de la centrale, hein, pour la règle du P plus Q, c'est bien la propriété du site. Deux installations de moins de 100 mètres, ça peut donc sauf s'il y a deux propriétaires différents, personnes physiques ou personnes morales, et c'est la notion de contrôle au sens du Code du commerce. Et il y a une dérogation, enfin une exception pour les personnes morales de droit public si les bâtiments à moins de 100 mètres ont des usages différents. Ça, je le redis parce que voilà, c'est des questions qui restent complexes, qui sont quand même régulièrement posées. Conditions spécifiques par rapport au module, au bilan carbone, voilà. Par rapport surtout au traitement de l'autoconsommation individuelle et collective, donc il est possible d'autoconsommer les volumes qui en sont produits en autoconsommation individuelle et en autoconsommation collective. Et il n'y a aucune limitation sur le taux d'autoconsommation. Et ces volumes autoconsommés sont déduits des volumes qui sont pris en compte pour le versement du complément de rémunération. Voilà, donc ça, c'est la nouveauté, évidemment, par rapport à ce nouveau dispositif de soutien. Je passe un petit peu les évolutions que vous connaissez déjà beaucoup, parce qu'au plus, vous aurez le support. Alors Euh, peut-être Justine, oui, je vais te basculer quelques questions si tu veux bien. oui. On a une première question de Stéphanie qui nous dit, donc on imagine un site avec deux installations en autoconsommation individuelle. Chaque installation fait 900 kilowatts. Et la question porte sur l'accise. Est-ce que l'accise est nulle pour un site avec ces deux installations, Non, en fait, l'autoconsommation individuelle et pas. 900 kilowatts chacune? Ouais, c'est par, en fait, l'exonération va s'apprécier par rapport au point de livraison. Donc, si vous avez deux points de livraison, en fait, c'est la puissance, elle va être calculée, c'est la puissance crête de l'installation sur ce point de livraison. Donc, je ne sais pas si c'était très clair ce que je viens d'expliquer. Alors, est-ce que tu peux excuse-moi de te demander de te demander ça. Est-ce que tu peux le reformuler? Parce que en fait Parce moi-même que, je l'ai pas entendu, mais pas ah, pour d'accord, une ok. raison technique. D'accord, très bien. Alors, en fait, juste par rapport à la question, c'est de savoir, on a deux centrales, chacune de moins d'un mégawatt crête. Absolument. Là, voilà, là-dessus, il n'y a pas l'exonération, elle est bien due pour les deux centrales. Je ne sais pas si cette question faisait référence peut-être à une interprétation de la notion du P plus Q, qui va avoir son importance par rapport à l'obtention, effectivement, potentiellement d'un dispositif de soutien ou pas. Euh, Alors ça, c'était pas précisé dans la question, mais cette fois, j'ai entendu ta réponse. Et donc, effectivement, il y a le P plus Q, c'est une chose, la fiscalité, c'en est une autre. Du point de vue de la fiscalité, on a deux installations, bon, elles sont sur un site, on a deux installations, elles font chacune moins de 1 méga, donc elles ont chacune accès à l'exonération d'accise. On est en ACI, donc il n'y a pas de question. Il n'y a pas de voilà, doute comme on peut en avoir en ACC. tout à fait. Ok. Alors ensuite, une question de Denis. Pour faire de l'ACC, si nous avons déjà une centrale raccordée en autoconsommation ou en vente totale, est-il possible de mettre une boucle en place? Là, la question, alors, on a une centrale en ACC. On a déjà une centrale, je pense, en Ouais. autoconsommation individuelle aujourd'hui. Bon, admettons ce cas-là. Est-ce Ouais. qu'il est possible de la basculer sur de l'autoconsommation collective Oui, bien pour le sûr. surplus? Pour le surplus, on peut tout à fait faire, hein, des modèles, ce qu'on appelle l'autoconsommation hybride, où vous allez avoir une part de l'électricité autoconsommée en autoconsommation individuelle, hein, à l'échelle soit autoconsommée par l'occupant du bâtiment, par les parties communes, et en fait le surplus, l'excédent de production non consommé
par l'exploitant, par l'autoconsommateur, vous pouvez le revendre dans le périmètre d'une autoconsommation collective, mais du coup en respectant évidemment tout le régime de l'autoconsommation collective. Vous pouvez ajouter d'autres centrales, vous pouvez ajouter d'autres consommateurs. Évidemment, l'objectif, c'est que l'opération puisse évoluer dans le temps. Ok. Écoute, je te laisse continuer. Très bien. Donc un point sur les bailleurs sociaux et l'autoconsommation collective. Vous avez tout est très clair dans le texte. Donc l'idée, c'est de vous redire rapidement ce qui s'applique, ce qui est ouvert aux bailleurs sociaux, et également d'avoir toujours peut-être les points de vigilance ou les modèles qui commencent un peu à s'organiser, à se déployer juridiquement. Un bailleur social, comme vous le savez, il peut être cette fameuse personne morale organisatrice pour ses parties communes, si ce sont ces parties communes qui consomment l'électricité, ou si ce sont ses locataires, ou et même pour le compte de consommateurs tiers. Donc ça, c'est important parce qu'il y a des questions, mais le texte le précise bien. Ce qui est un dispositif simplifié au niveau de l'information. Vous savez que les locataires, effectivement, disposent, à partir du moment où un bailleur souhaite mettre en place une opération, les locataires sont informés. Il y a plusieurs modalités d'information et le texte explique tout sur tout le formalisme administratif. Il n'y a aucune complexité. Donc, je vous invite à vous référer au texte. Vous verrez évidemment répercuter juste après. C'est leur laisser un délai raisonnable pour refuser d'appartenir ou pas, enfin en tout cas appartenir ou pas à l'opération d'autoconsommation collective, et passer ce délai raisonnable, ils sont réputés à appartenir d'office à l'opération d'autoconsommation collective. Donc ça, c'est la simplification qui avait été mise en place il y a quelques temps, donc c'est pas une nouveauté. Simplement de faire attention sur le fait que cette étape-là, elle permet de faire adhérer effectivement les locataires à la boucle d'autoconsommation collective, en leur garantissant quand même la liberté de choix du fournisseur, parce qu'ils disposent d'un délai raisonnable pour refuser d'appartenir à l'opération. Ça ne nous exempte pas de l'obligation, évidemment, d'obtenir leur accord de consentement, parce que vous savez que du point de vue des données, de consommation, pour pouvoir effectivement utiliser ces données, il faut ensuite, une fois qu'ils ont effectivement accepté d'appartenir à l'opération, de manière implicite peut-être, mais il faut obtenir leur accord pour pouvoir utiliser leurs données. Donc il faut quand même un accord de consentement. Ça, c'est important. Et le bailleur ensuite peut avoir plusieurs possibilités. Vous savez qu'il peut être producteur d'énergie, et ça, on a encore régulièrement des questions. Les bailleurs sociaux peuvent être des producteurs. Toute la question, ça va être effectivement la manière dont ils vont amortir l'investissement. On voit quand même que la majorité des opérations ont été faites soit, je prends l'exemple de Gironde Habitat qui l'a fait sur les parties communes. Donc effectivement, là, on n'a pas vraiment de problématique liée finalement à cette contribution des locataires à l'opération d'un point de vue financier. Est-ce qu'on va faire amortir son investissement lié aux centrales sur les locataires ou pas? Ces modalités de contractualisation, on commence à préfigurer un petit peu des nouvelles choses, et c'est pour ça que je vous le dis. C'est effectivement, donc, soit on va commercialiser l'énergie, donc on va avoir des contrats de vente d'électricité. Ça, c'est un dispositif qu'on connaît plutôt bien pour le faire sur moult autres opérations d'autoconsommation collective. Vous pouvez également moduler les loyers. Ça, c'est possible. C'était prévu pour la rénovation énergétique. Vous pouvez le faire également pour les opérations d'autoconsommation collective. Troisième possibilité, loi MOL, c'est également la troisième ligne de quittance, avec la possibilité, sur une durée de 15 ans, de pouvoir faire participer les locataires, les faire contribuer au prorata des économies d'énergie théoriques résultant de l'opération d'autoconsommation. Je ne rentre pas dans les détails, mais vraiment, vous avez les trois possibilités. C'est totalement, voilà, c'est ouvert. Et ça permet parfois de financer l'opération. Vous pouvez prévoir un tarif préférentiel pour vos locataires, ça c'est possible, à condition que, attention, principe d'égalité, que les locataires payent tous la même chose dans l'opération d'autoconsommation collective. Et évidemment, ces bonus seront déduits de leur contrat de fourniture de complément. Encore enfin, peut-il le demander. Volontairement, j'avance un peu plus vite. Il n'y a pas tellement de nouveautés sur les communautés d'énergie renouvelable, communautés énergétiques citoyennes. Ça a été effectivement transposé, modifié par la loi APER, transposé dans le Code de l'énergie.
Ce que vous voyez en vert, en gros, c'est les apports de la loi d'accélération des énergies renouvelables. Donc, en particulier, sur la qualité des membres. Ça, c'est important puisque initialement, qu'on soit sur les comités d'énergie renouvelable, comités énergétiques citoyennes, c'était à peu près exclusivement réduit aux collectivités, aux petites et moyennes entreprises, et citoyens. Et effectivement, ça a été élargi pour les deux, notamment aux fonds d'investissement, aux fonds en financement participatif, etc., aux associations, aux sociétés d'économie mixte. Voilà, donc ça, aujourd'hui, vous avez un modèle qui est quand même beaucoup plus ouvert sur ces catégories de membres, notamment pour prendre en compte, en fait, tout simplement les spécificités du droit français liées au SEM, liées aux associations qui avaient été mises en place pour les opérations d'autoconsommation collective. En vert, ce sont les nouveautés. Vous retrouvez le texte à chaque fois. Volontairement, je vais un peu plus vite parce que c'est des choses qu'on relie quand même à chaque formation et surtout qu'on s'est astreint finalement à faire un tableau récapitulatif pour vous aider dans la compréhension des deux modèles. Mais l'idée, c'est que les serres, c'est évidemment l'énergie de régime renouvelable. Cette communauté-là, elle a un champ d'activité un peu plus restreint. Et la différence, c'est une grande entreprise ne veut pas être membre d'une serre, à la différence des communautés énergétiques citoyennes, qui, elles, peuvent permettre de produire, échanger, etc., une électricité qui peut être grise ou d'origine renouvelable. Donc ça, c'est important. Et la SEC, entre guillemets, peut faire beaucoup plus de choses en termes d'activité. C'est à peu près les grandes différences qu'on observe. Et ensuite, les régimes juridiques de chacune des communautés vont se retrouver, que ce soit en matière je passe un petit peu en matière de contrôle effectif et d'autonomie. Contrôle effectif, ça veut dire que l'une des catégories des membres éligibles doit détenir une fraction des droits de vote, quasi de droits de vote ou fonds propres supérieure à 40%. Donc ça, c'est pour ça que pour garantir vraiment l'indépendance de ces communautés et l'effectivité du contrôle par l'ensemble des membres de la communauté, est exigé ce pourcentage de contrôle effectif. Donc ça, c'est important à respecter. Donc on va venir calibrer la communauté et répartir évidemment les différents droits entre chacune des catégories des membres, hein, que vous avez vu, qui ont quand même été assez élargis suite à l'entrée en vigueur de la loi APER. Les critères d'autonomie également ont été précisés, hein, c'est pour chaque salarié de ces communautés qui ne doivent pas détenir individuellement plus de 10% des droits de vote et des fonds propres de la communauté et conjointement plus de 33% des droits de vote et des fonds propres. Donc ça, c'est vraiment le régime qui a été mis en place, qu'il faut évidemment respecter. Donc c'est vrai que le sujet, compte tenu de ces règles d'actionnariat, d'organisation, d'autonomie, d'effectivité du contrôle, ça impose quand même effectivement une structuration assez stricte pour la mise en œuvre de ces communautés, mais c'est pour ça que c'est intéressant de voir en fait à quoi elles servent. À quoi elles servent. Donc là, vous voyez qu'on vous a fait un tableau récapitulatif des membres avec des petites distinctions quand même entre chacune. Dans une serre, ce qui est ajouté en condition, c'est l'exigence d'une proximité géographique. Dans leur objet, vous voyez que la SEC, elle est beaucoup plus large. Elle a les mêmes activités que la SER, mais en plus, on peut y prévoir des activités de distribution, d'agrégation, de fourniture. Elle peut être responsable d'équilibre. Donc voilà, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent être faites dans le cadre de cette communauté. Le but principal, pareil, ici, vous le retrouvez, puisque le but ne doit pas être principalement lucratif, même si c'est encore évidemment une notion qui reste assez floue, je vous avoue, quand on vient préfigurer ces communautés. Aujourd'hui, clairement, ce qui s'entrevoit, c'est que ça laisse la possibilité quand même ça reste un contenant, hein, attention, parce que le régime de l'autoconsommation collective doit être bien respecté. C'est un contenant qui va quand même permettre de déployer une multitude finalement d'opérations d'autoconsommation collective avec une communauté qui pourra effectivement jouer le rôle ou pas de responsable d'équilibre, d'agrégateur, etc. On n'y a pas encore recours parce que les périmètres où c'est l'autoconsommation collective sont encore assez réduits par rapport à ce qu'on peut faire sur les communautés. Il surtout se pose la question du modèle économique. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment
encore de soutien, de subventions particulières ou encore d'une fiscalité incitative où on se dit, tiens, pourquoi avoir recours à ce modèle de communauté plutôt qu'à une autoconsommation collective finalement. Mais on le voit quand même, c'est qu'avec cette volonté quand même de création de sociétés de plus en plus avec multi-UNR, etc., c'est la possibilité aussi d'échanger les énergies entre elles, de pouvoir avoir plusieurs vecteurs énergétiques, c'est de pouvoir coupler l'autoconsommation avec des services de recharge pour véhicules électriques. Et donc, ces communautés, c'est ce qu'elles permettent finalement de faire d'un point de vue très opérationnel. Après, voilà, effectivement, il y a quand même un modèle d'affaires, je pense, à travailler pour ne pas basculer vers ce qu'on sait déjà faire, c'est-à-dire autoconsommation collective ou voilà, et les différents dispositifs de couplage, de stockage aux IRVE, etc. On vous a remis les critères comment s'apprécie le critère de proximité géographique des communautés d'énergie renouvelable, que l'on soit personne physique, donc c'est le lieu de résidence, association, lieu d'implantation du siège, pardon, de l'association, de la PME également. Et vous voyez que finalement, une région, ça peut être à l'échelle d'un territoire régional, du département, ça peut être à l'échelle du département ou des départements du département qui est limitrophe. Donc les périmètres géographiques sont assez importants. Et du coup, on est venu illustrer ça avec voilà, ce petit schéma qui nous dit que finalement, une région peut être actionnaire et contrôler une communauté à partir du moment où une installation appartient à la communauté et est située sur le territoire régional. Voilà. Pour terminer, évidemment, c'est pas du tout un point qui est. On fait encore la semaine dernière, on fait des formations un peu dédiées sur les obligations de solarisation. Donc ici, on a évidemment modifié les tableaux qu'on produit, reproduit et remodifie au gré des atermoiements réglementaires. Donc là, vous voyez toujours ces deux grandes catégories, bâtiments et parkings couverts, hein, avec les dispositifs à la fois du Code de la construction et de l'habitation, de la loi APER, les parcs de stationnement extérieur. Et ensuite, je vous dirai juste après ce qui est en train de potentiellement évoluer des suites des discussions sur le projet de loi DADU 2026. Donc, pour reprendre chacune des catégories, et naturellement, vous savez qu'on fait des formations dédiées, donc là, c'est vraiment une synthèse et on ne peut pas évidemment répondre à toutes les questions. Donc, on vous invite à revenir vers nous à la suite de cette formation parce qu'on sait que c'est pas tout à fait simple. Il y a des FAQ qui sont en train d'être élaborés pour clarifier un petit peu tout ça. Vous avez toujours sur les bâtiments et parkings couverts, sur les constructions neuves, extensions, rénovation lourde de bâtiments non résidentiels et parkings couverts. Donc ça, c'est l'objet de l'obligation concernant les bâtiments commerciaux, industriels et également les parkings couverts créant supérieur à 500 mètres carrés, également les bureaux. Donc ça, bon, je ne vous fais pas la liste du champ d'application de cette première catégorie d'obligation. Quand on a des constructions neuves, rénovation lourde, c'est les rénovations qui vont porter sur la structure notamment du bâtiment. Là, vous avez la portée de l'obligation production UNR, végétalisation, etc. Juste après, on vous redit les échéances 2024, 2025, 2027 sur la surface de toiture à solariser, les dérogations et les sanctions. Donc ça, c'est pour la première catégorie d'obligations. Pour les bâtiments existants, et c'est évidemment cette catégorie d'obligations qui ne cesse qui fait l'objet de beaucoup de débats. Alors déjà, pourquoi? Parce que sur les bâtiments existants, cette obligation qui résulte de l'article 43 de la loi APER, c'est une obligation qui est en cours de transposition de la directive sur la performance environnementale des bâtiments. On a voulu la transposer un peu en avance, et du coup, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est une obligation portant sur les bâtiments existants au 1er janvier 2024, non résidentiels, sans condition de travaux, et également, évidemment, les parkings couverts. C'est les deux catégories, bâtiments existants et parkings couverts. Je ne vous relis pas, mais les bâtiments qui sont concernés, c'est ceux-ci. On va retrouver nos bâtiments commerciaux, etc.
Et les obligations, là, à date en tout cas, porteraient sur 30 de la surface de toiture, entrée en vigueur au 1er janvier 2028, mais un délai supplémentaire peut éventuellement être accordé par le représentant de l'État si un retard n'est pas imputable au gestionnaire. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a été, voilà, ce qui est encore en fait en vigueur à date. Mais enfin, pardon, je suis pas très claire. Sur le projet de décret qui est en cours, le projet de décret à date, mais là, du coup, et je vais vous parler juste après, de ce qui est en train d'être discuté en ce moment pour modifier cette obligation sur les bâtiments existants. Sur les parcs de stationnement extérieur, on a toujours nos 2 catégories d'obligations. Sur les constructions ou les rénovations lourdes de parcs de stationnement extérieur supérieurs à 500 m². Le champ d'application, donc vous le voyez repris ici pour les demandes d'autorisation d'urbanisme qui ont été déposées à compter du 1er janvier 2024. Et là, l'obligation porte sur 50 de la surface. Ensuite, par rapport au parc de stationnement existant au 1er janvier 2023, ou dont l'autorisation d'urbanisme est déposée à compter du 11 mars 2023, là, le champ d'application, donc c'est les parcs de stationnement extérieur de plus de 1500 m². Et donc là, qui est la loi de simplification à paraître, on a une obligation de mise en place d'ombrières qui intègre un procédé de production ENR ou solution mixte, solarisation, végétalisation, dont 35 d'ombrières photovoltaïques. C'est ça qui a évolué, c'est la loi de simplification qui est à paraître, donc c'est encore à prendre avec précaution, c'est ce qui apparaît dans le texte à date. Voilà. Et on a également, ce qu'on vous a mis en rouge, c'est évidemment les évolutions par rapport à la dernière mouture de tableau qu'on avait présentée la dernière fois, c'est qu'on peut aussi substituer en tout ou partie autre ENR, donc il peut y avoir notamment la géothermie qui peut se substituer sous certaines conditions, mais il nous manque encore certains critères pour définir les règles de cette substitution pour pouvoir respecter l'obligation. Les échéances, voilà, on les a remises. Il y a la possibilité d'un report des délais également pour les catégories de parcs entre 1600 et 10 000 m². Ce qui est en cours de discussion, et c'est pour ça qu'on vous présente ça, mais c'est évidemment à prendre avec beaucoup de précautions, c'est que les obligations de l'article L171-4 du Code de la construction et de l'habitation seraient généralisées à tous les bâtiments neufs à partir de 130 m² d'emprise au sol, à compter du 1er janvier 2027, et y compris les bâtiments résidentiels sans seuil et construction de parcs de stationnement couverts de plus de 3 places de parking. La deuxième évolution possible qui est en train d'être discutée, c'est que c'est cette fois les obligations de l'article L171-5 du Code de la construction et de l'habitation, donc pour rappel, la transposition de la directive DPEB, qui est en cours de discussion et qui, a priori, ces obligations-là seraient restreintes aux bâtiments publics non résidentiels. Alors attention, existants de 1100 m² en 2028, 410 m² en 2029 et 130 m² en 2031, sauf rénovation importante des bâtiments privés de plus de 270 m². Voilà, pour rappel, la rénovation lourde, elle est dite importante lorsque le coût des travaux portant sur l'enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors valeur du terrain sur lequel il se trouve. Justine, Euh, si tu me permets, oui, oui, alors comme tu le sais, je vais malheureusement devoir vous laisser pour la fin et la conclusion de cette formation. Donc oui. par avance, je te remercie pour cette heure ensemble et pour et pour assurer la conclusion. Et donc, j'en profite par rapport à tout ce que tu indiques, pour confirmer, comme tu le dis, que c'est un régime, ce sont des régimes juridiques assez denses, assez alambiqués, hein, on peut le dire, sur ces questions d'obligation de solarisation, avec des règles différentes selon qu'on est dans l'existant, dans le neuf, dans le bâtiment ou dans le parking, et différentes sortes de parking, selon qu'ils sont attachés ou pas à un bâtiment, etc. Donc là-dessus,
on peut expliquer que avec LLC et Texol, on travaille à un simulateur qui permet de justement dégrossir le travail pour les propriétaires ou les gestionnaires d'actifs qui souhaitent y voir rapidement assez clair. Ça, et puis le fait que globalement, on a quand même de toute façon le tempo qui est donné par l'Europe sur tous ces sujets, dans le but d'avoir, en bon français, hein, des sites PV ready, des sites qui sont prêts à recevoir du solaire, qu'on soit dans le non résidentiel ou à terme même dans le résidentiel. Voilà, c'est le sens de l'histoire et donc tout ce qui est fait, tout ce qui est transposé par la France va dans ce sens-là, avec une temporalité différente selon les obligations par type de site, mais voilà, dans le sens d'une solarisation sur tout ce qui est tout ce qui est surface artificialisée. Voilà, sur ce, je suis désolée Ouais. encore, je Merci vous Alexandra. laisse. Je clôture. Merci beaucoup À et donc bientôt. à Merci. bientôt. Voilà, donc vous l'aurez compris, il y a quand même quelques évolutions qui peuvent en fait apparaître là dans les prochaines semaines, hein, sur la loi de simplification, cette fois-ci d'ADU en 2026, qu'on soit sur les parcs de stationnement extérieur non associés ouverts au public. Là, il y a une possible suppression de cette obligation. Sur les bâtiments existants, donc c'est l'obligation qui serait restreinte finalement aux bâtiments publics. Voilà, mais tout ça, en fait, on a régulièrement des revirements et des remises, voilà, des remises en cause. Comme l'a dit Alexandra, ça reste du droit européen, donc il y a la directive des PEB qui de toute façon doit être respectée. Donc, dans ces différents revirements, il y a bien entendu cette conformité-là qui est à prendre en compte, nous, en tant que, en gros, monteur d'opération, mais également du point de vue législatif et réglementaire. Donc voilà. Évidemment, c'est toujours assez compliqué de résumer ça quand on fait des formations de 2 heures. Donc, voilà, encore une fois, si vous avez des questions des suites de cette formation, n'hésitez pas à revenir vers nous. Euh, je vois que l'heure est de toute façon atteinte. On n'aura pas le temps finalement de prendre beaucoup de questions pour cette formation qui quand même a fait état d'un certain nombre d'évolutions réglementaires qui restent assez structurantes pour les projets. Voilà. Je prends la place d'Alexandra pour vous présenter ce qui est habituellement présenté sur les différentes formations que dispense Texol. Donc voilà, que vous voyez régulièrement aux différentes formations si vous en avez déjà suivi. Sinon, vous l'avez là et de toute façon, vous avez le support de formation. Et puis nos coordonnées, naturellement, si vous souhaitez nous contacter et avoir des précisions sur ces différentes évolutions législatives et réglementaires présentées aujourd'hui. Voilà, je vous remercie à tous de votre attention et n'hésitez pas. Merci.